Chers étudiants, bonjour. Donc, je m'appelle Benjamin Planquette, je suis pneumologue et réanimateur. Donc, j'ai le plaisir de vous faire cette conférence, cette première conférence de réanimation de DCEM3. L'idée étant de mettre les choses en place cliniquement à travers des dossiers. Alors, nous allons attaquer donc une série de 10 dossiers, 5 par conférence. Donc, cette première conférence, le premier dossier, un homme de 75 ans qui est initialement admis dans le service de pneumologie via les urgences de l'hôpital pour une décompensation de BPCO post-tabagique. On sait qu'il a un VEMS à 69% de la valeur théorique avant l'admission et dès son arrivée dans le service, l'infirmière vous appelle parce que le patient présente une hémoptysie de moyenne abondance qu'elle décrit comme très mal tolérée. Alors, première question, quels sont les critères de gravité d'une hémoptysie? Alors, je vous rappelle que l'hémoptysie est une expectoration de sang d'origine sous-glottique, ça c'est la définition. Et ce qui va en faire la gravité, et ce qu'il faut absolument dire, c'est avant tout la détresse respiratoire. Il n'y a pas de choc hémorragique avec l'hémoptysie, puisque pour un sujet sain, il faut une spoliation estimée à 25% de la masse sanguine pour pouvoir constater une baisse de tension artérielle. Or, le problème de l'hémoptysie, c'est que les voies aériennes proximales, trachées, bronches souches, bronche segmentaire principale, c'est à peu près 300 ml et on a plus vite fait de constater une noyade qu'un état de choc. Donc, premièrement, quelle est la tolérance respiratoire de la chose? Et notre patient, là, le tolère mal, c'est un critère de gravité. Deuxième critère de gravité de l'hémoptysie, les critères sont indépendants les uns des autres, c'est l'abondance du saignement. Il est évident que cracher un filet de sang depuis 10 jours, c'est pas la même chose que depuis le matin faire 2 tasses à café de sang rouge vif aéré. Et donc, il faut toujours savoir évaluer l'abondance d'une hémoptysie. Et je vous rappelle qu'une hémoptysie vraiment de faible abondance, c'est une cuillère à café et c'est 5 cc. Qu'une hémoptysie déjà de grande abondance qui équivaut à 150 cc, c'est-à-dire un crachoir d'hôpital. Et quand on regarde un haricot hospitalier plein, ça fait 500 cc, un haricot, 1 demi-litre. Et ça, c'est carrément une hémoptysie de très grande abondance, voire de cataclysme. Alors, l'abondance, jamais perdre de vue qu'elle est toujours sous-estimée, puisqu'il y a ce qui est expectoré, mais aussi ce qui est inhalé par le patient. Quel est le territoire respiratoire sous-jacent? Ce dossier, on est l'exemple. Quand on est à un terrain respiratoire miné, il est évident qu'on va moins bien tolérer l'inhalation et donc on va plus vite se retrouver en détresse respiratoire. Certaines lésions sont extrêmement agressives et peuvent faire beaucoup saigner, en particulier l'aspergillome chez les immunodéprimés, mais c'est aussi vrai pour les cancers. Et il est évident qu'une hémoptysie avec un trouble de l'hémostase, c'est quelque chose de plus préoccupant que quand l'hémostase est normale. Alors, question numéro 2. Donc vous voyez l'hémoptysie du patient, c'est vraiment du sang rouge, vif, aéré, que vous voyez dans le haricot. Lorsque vous arrivez, le patient est agité, il répond à peine aux ordres simples quand vous lui demandez de serrer la main, par exemple, et il est en grande sueur. Il a la sueur qui perle partout sur le visage, il a 41 de fréquence respiratoire, il a un tirage diffus, un balancement thoraco-abdominal, on pourrait même rajouter un signe de Hoover. Et quand vous posez le stéthoscope, il y a un quasi-silence auscultatoire avec un patient extrêmement distendu. 121 de pouls, une tension à 195-98, aucun signe de choc périphérique, il est perfusé, mais vous notez 2 gros cordons jugulaires, bien évidemment, chez ce patient-là. Il n'y a plus d'hémoptysie active, vous voyez le haricot que je vous ai montré d'emblée sur la diapositive, et vous constatez qu'il a 78% de saturation sous 2 litres d'oxygène, ce que j'aurais dû vous marquer dans l'énoncé. Question 2, vous réalisez un gaz du sang, quel résultat en attendez-vous? Donc je fais partie de ceux qui pensent que maintenant, si on veut affiner la façon d'interroger les étudiants, il est certain qu'il est plus intéressant de leur demander, vous demandez un examen, quel résultat en attendez-vous? Alors ça peut être très pervers parce qu'on peut attendre de vous de dire moi je ne ferai pas cet examen-là par exemple, ou cet examen sera normal, il est inutile. Enfin là, il est bien évident qu'un gaz du sang devant une détresse respiratoire comme celle-ci, c'est utile. On sait que c'est un patient qui a une BPCO post-tabagique, on sait que c'est un patient qui est en grande détresse respiratoire, il a à l'évidence des signes d'hypercapnie, on y reviendra après. Donc c'est un patient qu'on va retrouver en acidose.
on est d'accord. Il ne peut pas être équilibré vu son état de conscience, vu la grande détresse respiratoire, en acidose à l'évidence ventilatoire avec une hypercapnie. Donc l'hypercapnie, il y a deux façons de l'exprimer. Soit on dit que de toute façon, elle est augmentée par rapport à la référence, soit on dit qu'elle est augmentée par rapport à la normale, 42 mm de mercure. À l'évidence, vous savez que le patient a 78% de saturation, et n'oubliez pas que la saturation en oxygène, c'est un reflet de la PaO2, puisqu'il existe cette fameuse courbe de dissociation de l'oxygène qui vous donne la SaO2, la PaO2. Et là, on est à peu près à 90, et là, on est à peu près à 70. Donc notre patient qui est ici autour de 80, il a une PaO2 qui est aux alentours de 60, ou moins de 55, moins de 60. C'est un chiffre qu'il faut savoir bien interpréter. Moins de 90 de SAT égale moins de 60 de PO2. Les bicarbonates, ça va dépendre un petit peu de sa capnie de façon chronique. Si la capnie normale, les bicarbonates seront normaux. Si le patient est hypercapnique de façon chronique, les bicarbonates seront élevés. Question 3. Quels symptômes cliniques présentés par ce patient sont en rapport avec une hypercapnie? Alors, on a le sentiment, quand on écoute les gens du CNCI, que les questions vont probablement être un peu plus fermées en nombre de réponses, ou un petit peu plus physiopathologiques, ou un petit peu plus pragmatiques. Du moins, on va changer, ou du moins ça va varier, il va y avoir une polyvalence dans ce qu'on va demander. Et donc, là, on peut vous demander dans un texte d'extraire 3-4 notions qui évoquent l'hypercapnie. J'ai déjà un petit peu vendu la mèche tout à l'heure. L'agitation, le trouble de conscience, on vous dit que le patient est agité, on vous dit qu'il ne répond pas aux ordres simples. Ça, c'est des signes de carbonarcose évidentes et c'est lié à l'élévation de la PCO2. La sueur fait partie des signes végétatifs induits par l'hypercapnie. Et l'autre grand signe, c'est l'hypertension, évidemment, excusez-moi, j'aurais dû le marquer, artérielle, puisque ce patient avait 190, 98 de tension, c'est un stigmate d'hypercapnie. L'hypercapnie, ça provoque une vasoconstriction artérielle. Et donc, ça fait monter la tension. C'est bon à savoir, il faut le retenir, parce que, à l'inverse, la baisse de la capnie va favoriser de la vasoplégie. Question 4. Évidemment, vous admettez le patient en réanimation immédiatement. Quelles vont être les 5 premières mesures à mettre en œuvre dès son admission? Donc, on va partir du principe que le patient a été descendu avec de l'oxygène très rapidement en réanimation et que quand il arrive, vous décidez tout de suite avec l'équipe, l'interne, l'infirmière, de faire 5 gestes. Alors, il faut tout simplement être pragmatique et se demander à ce qu'on fait d'un patient quand il arrive en réanimation. La première chose qu'on fait, c'est qu'on le scope. C'est la première mesure que va mettre en œuvre une infirmière sans même que vous le demandiez. Elle va avoir un premier relevé de constante. Généralement, il y a 2 infirmières, une sur le patient, une sur la pancarte. Donc il y a le premier tour avec la mise en place d'un monitoring cardio-tensionnel. La deuxième chose, c'est que l'infirmière qui s'occupe du patient vérifie tout de suite la voie d'abord, puisque en réanimation, il faut, à la phase aiguë, à l'admission, une voie d'abord. À l'admission, c'est normalement le patient là où il est le plus instable, où il risque de l'être si jamais il est en surveillance continue. Donc la voie d'abord. Ensuite, à l'évidence, ce patient a besoin d'oxygène. Il avait 78 de SAT. Quand même on l'aurait mis avant, c'est une mesure qui persisterait. Je crois qu'il a une fréquence respiratoire. C'est une décompensation de BPCO. À l'évidence, de la ventilation non invasive est quelque chose qui devrait pouvoir l'aider. Et puis, la 5e mesure, c'est dans l'attente de tout ça, mettre des aérosols de bronchodilatateurs. Donc, voilà les 5 mesures. Vous avez vu que je vous l'ai fait de mémoire. Je n'ai pas mis les choses dans le même ordre, mais il est évident qu'on comprend bien que ces 5 mesures-là sont celles qui vont impacter pour le patient. Le scope, s'il s'arrête de respirer ou s'il s'arrête, ça permettra de le savoir tout de suite et de commencer une RCP en ayant un no-flow de 0, donc c'est très important. L'oxygénothérapie, l'objectif quand même, c'est de ramener la SAT à quelque chose qui ressemble à 88-90 de SAT. La voie veineuse périphérique, c'est si on doit l'endormir pour l'intuber, s'il fait un arrêt, qu'il faut faire de l'adrénaline, ou s'il faut faire un antibiotique sur un sepsis, c'est quand même une mesure phare. L'aérosol de bronchodilatateur, on vous décrit clairement un patient qui est extrêmement spastique, complètement distendu, bloqué, avec un silence auscultatoire. À l'aérosol, déjà, peut-être qu'une série d'1 ou 2 aérosols, le temps de préparer au moins la VNI, ça va permettre peut-être de lâcher un peu de spasme et de mieux d'augmenter le rendement de notre ventilation non invasive.
Alors, l'objectif de ce dossier, c'est de vous rappeler la différence entre la ventilation invasive et la ventilation non invasive. Donc, la ventilation non invasive et la ventilation invasive, c'est avant tout la ventilation mécanique. La différence, ça s'oppose à la ventilation spontanée, c'est-à-dire vous et moi, avec un temps inspiratoire actif où la pression est négative dans le thorax et un temps expiratoire passif où la pression revient à zéro. Alors que quand on va ventiler aujourd'hui mécaniquement un patient, quand on va faire de la ventilation mécanique, on va avoir un temps inspiratoire actif avec une pression positive dans le thorax du patient et un temps expiratoire tout aussi passif avec une pression expiratoire soit à zéro, soit une pression expiratoire positive. Donc quand on fait de la ventilation mécanique, il y a toujours un patient, un respirateur. Ce qui va changer entre la ventilation invasive et la ventilation non invasive, c'est l'interface. Quand un patient va être ventilé de façon invasive, il va avoir une sonde d'intubation orotrachéale, plus rarement nasotrachéale, ou alors une trachéotomie. Quand un patient, et donc le respirateur va être relié par ça. Quand un patient va être en ventilation dite non invasive, l'interface entre lui et la machine va être un masque qui peut être un masque bucco-facial, un masque nasal, un casque, voire un casque qui prend tout le visage. En tout cas, il n'y a pas de pénétration des voies aériennes. Vous voyez bien que, quel que soit le mode, VNI ou ventilation invasive, les deux sont de la ventilation mécanique. La différence, c'est que le travail inspiratoire est fourni par la machine et que, quel que soit le mode de distribution de la ventilation, non invasif à gauche, invasif à droite, on n'a même pas parlé des réglages du respirateur. C'est une notion claire qu'il faut avoir. À chaque technique, de bonnes indications, je crois qu'on y revient plus tard dans le dossier. Le patient ne répond pas au traitement, vous décidez de l'intuber pour bénéficier de la ventilation mécanique. Il est en échec de ventilation non invasive. Après une induction rapide, vous proposez une sédation par du midazolam et du sulfentanyl. Il est ventilé 30 minutes et les gaz du sang montrent à ce moment-là qu'il a 7,48 de pH, 33 de PCO2, 125 de PO2. La pression artérielle descend à 85,43 sans signe de choc périphérique. Interpréter les gaz du sang, quels paramètres doit-on modifier chez ce patient, qui est ventilé en ventilation contrôlée. Alors, on va y revenir. Donc, il est en alcalose ventilatoire, puisqu'il avait 7,48 de pH, alors qu'il partait probablement d'un pH très acide, on avait dit inférieur à 7,36, et qu'on avait imaginé qu'il était très hypercapnique, je vais prendre un chiffre fictif, 55, et que maintenant, on le retrouve à 33 de capnie. Ça veut dire que la ventilation mécanique a fait son effet, on a pu épurer le gaz carbonique. Probablement trop, puisque le patient est alcalin, avec une hypocapnie. Donc, il y a une alcalose ventilatoire, avec qui traduit une hyperventilation. On vous dit que le patient est en ventilation contrôlée. Donc, quand le patient est en ventilation contrôlée, ça veut dire que le respirateur fait pour le patient intégralement. Et c'est lui qui décide de la fréquence, c'est vous qui réglez la fréquence respiratoire et le nombre et le cycle. C'est-à-dire, en gros, le volume courant. Vous faites 20 fois 500. Il faut diminuer la ventilation minute de ce patient, il faut le ventiler moins pour ramener la capnie à quelque chose de regardable, le pH à quelque chose de regardable. Donc, il y a deux façons de faire. Soit je diminue la fréquence respiratoire et de 18 fois 500 par exemple, ce qui fait 9 litres minute, je passe à 15 fois 500, et à ce moment-là, le patient passe à 7,5 litres minute, ou alors je fais 18 fois 400, ce qui revient à peu près au même, puisque le patient, à ce moment-là, a 7 litres de ventilation. D'une manière générale, il faut intellectuellement comprendre que là, le patient est trop ventilé, donc il faut baisser un peu la ventilation minute. Deuxième chose, la PaO2 était aux alentours de 150. Il est inutile d'avoir une PO2 aussi élevée. Ce patient-là vit probablement avec une PO2 comprise au minimum, s'il n'a pas d'oxygène, à 60 de PO2. Il faut le ramener à 70, 80 de PO2. Donc là, il a 130. Donc on peut baisser la FiO2. C'est quelque part des réglages de physiologie respiratoire plus que de réanimation, mais qu'on peut tout à fait vous demander de façon un peu anecdotique. Et effectivement, vous avez remarqué qu'au bout d'une demi-heure,
de ventilation mécanique, votre patient a la tension qui baisse sans signe de choc. Bon, là, le piège, c'est de dire le patient a une hémoptysie permanente, il est en train de mourir d'un choc hémorragique. C'est pas possible. Parce que s'il devait saigner au point d'avoir une telle hémoptysie, vous auriez du sang partout dans la sonde d'intubation et il serait en train de mourir, même ventilé, d'un grand SDRA, ou au moins d'un œdème, d'une noyade. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut faire baisser la pression chez ce patient? C'est ce qu'on appelle le collapsus de ventilation, qui est un phénomène multifactoriel. Premier phénomène, c'est que les médicaments que vous avez donnés pour l'endormir, c'est vasoplégiant. Hein. Tous les médicaments sédatifs, ça fait baisser la tension en induisant une vasoplégie périphérique. Les benzos, la morphine, hein. Si vous regardez les feuilles d'anesthésie, quand les patients sont anesthésiés, ils ont une chute de tension. Ensuite, on avait dit tout à l'heure que quand on était hypercapnique, on était hypertendu. Quand vous faites baisser très brutalement la capnie en hyperventilant ou en ventilant trop votre patient ou trop vite, à ce moment-là, vous levez, vous faites baisser vos résistances périphériques et donc vous créez de la vasoplégie et donc de l'hypotension. Et puis il y a un effet délétère de la ventilation mécanique sur le retour veineux-cave, puisque ce patient-là, vous lui soufflez dedans et dans son thorax, il y a le système cave qui ramène le sang au cœur droit. Et donc, si le patient est un peu hypovolémique et qu'il a des pressions très élevées dans le thorax parce qu'il est très bronchospastique, la pression positive va venir un peu collaber votre veine cave, diminuer la précharge de votre ventricule droit, donc son volume d'éjection systolique, donc la précharge gauche. Donc le volume d'éjection systolique gauche, donc le débit cardiaque, donc la tension. C'est un peu compliqué, mais si la dernière partie n'est pas accessible peut-être aux étudiants de deuxième cycle, les deux premières hypothèses peuvent être levées. Le piège, ça serait de dire que le patient saigne. Comment peut-on monitorer de façon simple la pression artérielle de ce patient? Quels sont les avantages et ou les inconvénients de ce mode de monitorage? C'est une question assez simple pour vous dire que en réanimation, quand le patient est hypotendu, quelle qu'en soit la nature, et qui va être multiprélevé, on a tout intérêt à avoir un monitoring invasif en mettant un cathéter artériel soit dans l'artère radiale, soit dans l'artère fémorale. Ce cathéter a l'avantage de donner une pression continue, une surveillance continue de la pression. Hein. Vous avez une pression pulsée, c'est-à-dire que si vous regardez le scope cardio-tensionnel, vous avez vos QRS, votre onde T, vos QRS, votre onde T, et à peine en décalé, sur la courbe d'artère, vous avez systole, clouc, diastole, systole, clouc, diastole, systole, clouc, diastole. Donc c'est extrêmement bien. On a une surveillance continue. On peut évaluer la volémie par une technique qui s'appelle le delta PP, qui repose sur ce que je viens de vous expliquer juste auparavant, c'est qu'un patient qui est en ventilation contrôlée, c'est-à-dire, comme je vous l'ai montré avant, dans lequel on va insuffler, on va créer des variations de pression intrathoraciques à l'insufflation. Si le patient est hypovolémique, ces variations de pression vont être plus ressenties par le système cave, on va diminuer la précharge et diminuer la tension. Et ça veut dire que dans le temps, votre tension va varier en fonction des cycles respiratoires. Quand vous allez insuffler le patient, à l'inspiration, la tension va avoir tendance à baisser. Et donc, on peut calculer la différence entre ça et calculer un rapport qui s'appelle le delta PP. Et si le delta PP s'élève, ça veut dire que le patient est hypovolémique. Autre chose, c'est que vous avez un abord permanent et au bout de cet abord, vous pouvez prélever facilement du sang, des gaz du sang sans avoir à piquer votre patient. Les risques, c'est essentiellement l'infection liée au cathéter. Alors sur les cathéters artériels, c'est rare. C'est plus fréquent en fémoral évidemment qu'en radial, mais ça arrive. Il peut y avoir des hémorragies au point de ponction quand les patients ont des troubles de l'hémostase avec des gros hématomes. Il peut y avoir, j'ai oublié de vous le mettre, de l'ischémie. Hein. C'est pour ça qu'on ne met jamais d'artère sur une artère brachiale, parce que c'est une vascularisation terminale, et qu'on se met en dessous de la division du coude sur l'artère radiale. Alors, ça c'est le schéma de pose. Vous voyez bien que ici,
il y a deux artères, hein, la cubitale et la radiale. C'est bien parce qu'on peut se permettre de piquer dans l'une que l'autre va vasculariser la main. En théorie, il faut toujours vérifier en comprimant l'artère que vous allez piquer que vous ne créez pas d'ischémie. Et une fois que vous avez piqué votre artère et que vous avez un reflux, vous glissez votre cathéter. Et au bout de votre cathéter, vous allez mettre une contre-pression qui va pousser dans ce sens-là. Votre sang, le code couleur n'est pas bon, va pousser dans ce sens-là. Ici, vous mettez une tête de pression. La tête de pression est reliée au scope et vous avez ces images-là. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand le patient va être insufflé, puisque ça, c'est la pression à l'inspiration. Là, c'est sa pression à l'expiration. De façon décalée dans le temps, vous allez pouvoir générer une baisse de pression. Alors qu'à l'exsufflation, votre pression va remonter. C'est la différence entre ça et ça qu'on appelle le delta pp qui permet de savoir si le patient est très hypovolémique. Si le patient est hypovolémique, cet écart va se majorer et le patient aura un gain, voire du remplissage vasculaire. Voilà, ce premier dossier qui était axé ventilation, détresse respiratoire, un peu de physiologie est terminé. Nous allons attaquer le deuxième dossier.